Charles-André-Joseph-Marie de Gaulle, général et homme d'État français, 1890-1970, est largement considéré comme le plus grand Français du XXe siècle. Toute sa vie, il a été guidé par une certaine idée de la France. Une formule qui fut le célèbre paragraphe d'ouverture de ses mémoires de guerre. Il fut un soldat décoré de la Première Guerre mondiale, le chef incontesté des forces françaises libres contre l'Allemagne nazie et le régime de Vichy pendant la Seconde Guerre mondiale, et le président fondateur de la Ve République, poste qu'il occupa jusqu'en 1969. Le mouvement politique qu'il a inspiré, le gaullisme, continue d'influencer la politique française. Né à Lille le 22 novembre 1890, De Gaulle a été élevé dans une famille traditionnaliste et profondément catholique. Son père, Henri de Gaulle, était professeur de littérature et d'histoire et encourageait les débats philosophiques et historiques entre ses 5 enfants. L'intérêt du jeune Charles pour la stratégie militaire fut aiguisé par les récits de sa mère, Jeanne, qui pleurait en se souvenant de la capitulation française à Sedan en 1870. Il était également influencé par son oncle, également nommé Charles de Gaulle, qui était un historien passionné. Lecteur vorace, il écrivait dès l'adolescence, se penchant sur des philosophes comme Platon, Bergson, Barès, Nietzsche, Kant et Goethe. Alors qu'il n'avait que 15 ans, il rédigea un essai imaginant un général de Gaulle menant l'armée française à la victoire sur l'Allemagne en 1930. Ayant obtenu sa place à l'Académie militaire de Saint-Cyr en 1909, il dut d'abord servir 1 an dans les rangs, y compris comme simple soldat et sous-officier. Il fut surnommé le Grand Asperge, en raison de sa hauteur, 196 cm, et de son front dégagé. Diplômé 13e de sa promotion en 1912, il rejoint le 33e régiment d'infanterie à Arras, alors commandé par le colonel Philippe Pétain, celui-là même qui deviendrait son mentor pour les 15 années suivantes. La Première Guerre mondiale éclate en août 1914, et De Gaulle est immédiatement envoyé au combat. En tant que chef de section, il est blessé par balle au genou à la bataille de Dinant. Après avoir réintégré son régiment, il se distingue par des reconnaissances en terre neutre, ce qui lui vaut la Croix de guerre en janvier 1915. Promu capitaine, il est à nouveau blessé, cette fois à la main gauche, lors de la première bataille de Champagne en mars 1915. Alors qu'il commandait une compagnie à Douaumont durant la bataille de Verdun en mars 1916, il fut capturé par les Allemands après avoir été étourdi par un obus et bâillonné à la cuisse gauche. De Gaulle a passé 32 mois en captivité, interné dans 6 camps différents, dont la forteresse d'Ingolstadt. Son fervent patriotisme lui a valu le surnom de le connétable parmi ses codétenus. Il tenta 5 fois de s'évader, ce qui lui valut de longues périodes de confinement solitaire et la privation de privilèges. Pendant son emprisonnement, il écrivit son premier livre, La discorde chez l'ennemi, publié en 1924, qui analysait les divisions au sein des forces allemandes. Entre les 2 guerres, De Gaulle servit en Pologne comme instructeur d'infanterie durant sa guerre contre la Russie communiste, gagnant la plus haute décoration militaire polonaise, le Virtuti Militari. Il étudie ensuite à l'école de guerre, où il se heurte à ses instructeurs en défendant des tactiques basées sur les circonstances, plutôt que sur la doctrine, attitude qui lui vaudra d'être critiqué pour son arrogance et son attitude de roi en exil. Sa carrière fut néanmoins sauvée par Pétain, qui intervint pour améliorer sa note de sortie. De 1925 à 1926, il travailla pour Pétain en tant que rédacteur, ghostwriter, pour une histoire du soldat français, ce qui créa des frictions entre eux concernant les droits d'auteur. Dans les années 1930, De Gaulle devint un fervent partisan de la guerre blindée mobile, contrairement à la doctrine militaire française dominante. Dans son ouvrage « Vers l'armée de métier » 1934, il proposait la création d'une force d'élite de 100 000 hommes et de 3 000 chars pour compenser le déficit démographique de la France. Ce livre attira l'attention du politicien Paul Reynaud. Promu colonel en 1937, il prit le commandement du 507e régiment de chars à Metz. La publication de son livre « La France et son armée » en 1938, qui incorporait des textes qu'il avait écrits pour Pétain,
aggrava la brouille avec son ancien mentor. Au début de la Seconde Guerre mondiale, en septembre 1939, De Gaulle fut placé à la tête des chars de la 5e armée. Promu général de brigade le 23 mai 1940, en pleine débâcle française, il reçut l'ordre d'attaquer les envahisseurs allemands. Malgré le manque d'appui aérien et un faible effectif, il mena des contre-attaques avec sa 4e division cuirassée à Montcornet, 17 mai, et Abbeville, 28 et 29 mai. Des actions qui apportèrent un soulagement temporaire et permirent de sauver l'honneur de la France. Le 5 juin 1940, le Premier ministre Paul Reynaud le nomma sous-secrétaire d'État à la Défense nationale et à la guerre, avec la mission particulière de coordonner les efforts avec les Britanniques. Alors que la capitulation approchait, De Gaulle refusa d'accepter l'armistice que s'apprêtait à signer le nouveau gouvernement de Pétain. Le 17 juin, il s'envola pour Londres à bord d'un avion britannique, un acte qu'il considérait avec angoisse comme une rupture et qui serait inévitablement perçu par beaucoup comme une trahison. Le lendemain, 18 juin 1940, De Gaulle lança son célèbre appel sur les ondes de la BBC, exhortant les Français à ne pas se démoraliser et à continuer la résistance. Peu de gens écoutèrent ce premier appel, mais l'audience grandit lors des émissions suivantes. Le régime de Vichy le condamna à mort par contumace le 2 août 1940. De Gaulle organisa les forces françaises libres. Il établit une base politique en Afrique équatoriale française, notamment à Brazzaville, où il annonça la formation d'un conseil de défense de l'Empire en octobre 1940. En mai 1943, il déplace son quartier général à Alger, devenant finalement le seul président du Comité français de la libération nationale. Durant cette période, les États-Unis, en particulier le président Roosevelt, se méfiaient de Gaulle, le considérant comme un potentiel dictateur apprenti et refusant de reconnaître son autorité provisoire. Cependant, De Gaulle obtint de Dwight D. Eisenhower la promesse que les forces françaises, notamment la division de Philippe Leclerc de Haute-Cloque, seraient autorisées à libérer Paris. Le 14 juin 1944, De Gaulle quitta la Grande-Bretagne pour Bayeux, qu'il proclama capitale de la France libre. Après 6 jours de combat, la garnison allemande de Paris se rendit le 25 août 1944. À Washington, De Gaulle obtint que Paris soit une priorité de la libération pour des raisons humanitaires et s'assura que les troupes françaises entrent en premier. Il fut également crédité d'avoir bloqué l'imposition d'un gouvernement militaire allié, AMGOT, en France. Devenu chef du gouvernement provisoire de la République française, De Gaulle lança l'épuration légale pour punir les traîtres et rétablir la démocratie. Il commua 998 des 1554 condamnations à mort qui lui furent soumises, y compris celle de Philippe Pétain, son ancien mentor. De Gaulle n'a jamais été invité aux conférences des grands dirigeants alliés comme Yalta et Potsdam, une négligence qu'il ne leur pardonna jamais. Les tensions avec les alliés persistèrent, notamment lorsque les forces britanniques intervinrent en Syrie pour forcer les troupes françaises à se retirer en 1945. Dès 1944, De Gaulle introduisit une politique économique dirigiste, caractérisée par un contrôle substantiel de l'État sur l'économie. Il démissionna brusquement le 20 janvier 1946, espérant que la France, en tant que héros de guerre, le rappellerait rapidement avec des pouvoirs exécutifs renforcés. Mais cela ne se produisit pas. Frustré par l'instabilité de la 4e République, qui connut 24 ministères entre 1946 et 1958, il se retira à Colombey pour écrire ses « Mémoires de guerre ». Il fit une tentative politique avec le Rassemblement du peuple français, RPF, en 1947, mais l'abandonna en 1953. La France traversait alors la décolonisation, perdant l'Indochine après Dien Bien Phu en 1954, puis le Maroc et la Tunisie en 1956, tandis que la guerre d'Algérie menaçait de faire s'effondrer la République. La crise algérienne de mai 1958, marquée par la prise des bâtiments gouvernementaux par les colons, poussa l'Assemblée nationale à le rappeler au pouvoir. Le président René Coty fit appel à De Gaulle pour former un gouvernement de salut national. De Gaulle, soucieux de l'égalité républicaine, accepta à condition qu'une nouvelle constitution soit rédigée pour établir une présidence forte et qu'il dispose de pouvoirs extraordinaires pendant 6 mois.
Le référendum du 28 septembre 1958 vit 82,6% des votants approuver la nouvelle constitution, instituant ainsi la Ve République. En décembre 1958, il fut élu président de la France. Le mandat de Gaulle fut d'abord dominé par la guerre d'Algérie. Après avoir neutralisé l'armée en Algérie, il proposa l'autodétermination en 1959. Cette décision provoqua la fureur des Pieds Noirs et de l'armée, donnant lieu à de multiples tentatives d'assassinat, la plus célèbre étant l'embuscade du Petit Clamart, en août 1962, orchestrée par le colonel Jean-Marie Bastien-Thierry. L'indépendance de l'Algérie fut reconnue par la France en juillet 1962, suite aux accords d'Évian. Une fois le conflit algérien terminé, De Gaulle se concentra sur sa politique de grandeur, affirmant que la France devait être une puissance majeure indépendante, sans dépendre des États-Unis pour sa sécurité. En 1960, la France devint la 4e puissance nucléaire mondiale, avec l'autorisation de sa première ogive, dotée d'une force de frappe indépendante. En février 1966, De Gaulle retira la France du commandement militaire intégré de l'OTAN, insistant pour que la France reste maîtresse de ses décisions. Il travailla à une réconciliation cordiale avec l'Allemagne de l'Ouest, signant le traité de l'Élysée avec Konrad Adenauer en 1963, afin de créer un contrepoids européen. Il s'opposait à une Europe supranationale, privilégiant un continent de nations souveraines, qu'il décrivait comme l'Europe de l'Atlantique à l'Oural. Il critiqua ouvertement les États-Unis pour leur intervention au Vietnam et pour le privilège exorbitant du dollar américain. Il posa par 2 fois son veto à l'entrée du Royaume-Uni dans la Communauté économique européenne, CEE, en 1963 et 1967. En juillet 1967, son cri « Vive le Québec libre !» à Montréal provoqua une controverse considérable en Amérique du Nord et en Europe. Sur le plan intérieur, les années 1945 à 1974 furent marquées par les 30 Glorieuses, une période de croissance économique sans précédent, dont les fondations furent en partie posées par De Gaulle. Cependant, son style de gouvernement jugé lourd et conservateur fut remis en question par les événements de mai 1968. Les manifestations de masse et les grèves menacèrent une révolution ou une guerre civile. Après s'être assuré du soutien de l'armée, De Gaulle dénonça le chaos par la célèbre formule « La réforme, oui, la chienlit, non ». Il sortit vainqueur des élections anticipées de juin 1968, où les gaullistes obtinrent une majorité accrue. Malgré ce succès, De Gaulle démissionna abruptement de la présidence à midi le 28 avril 1969, après avoir perdu un référendum qu'il avait proposé sur la réforme du Sénat et des collectivités locales. Il se retira à nouveau à sa résidence de Colombey-les-Deux-Églises, la Boisserie, pour rédiger ses mémoires présidentielles, Mémoires d'espoir, dont le premier volume, Le Renouveau, fut un succès fulgurant. Le 9 novembre 1970, Charles de Gaulle meurt subitement d'un anévrisme à l'âge de 79 ans. Son successeur, Georges Pompidou, annonça la nouvelle à la télévision en déclarant sobrement « Le général de Gaulle est mort, la France est veuve ». Conformément à ses dernières volontés, ses funérailles eurent lieu à Colombey sans la présence de président ou de ministre, mais seulement de ses compagnons de la Libération. Une cérémonie commémorative distincte fut organisée à Notre-Dame de Paris pour les dignitaires étrangers. Malgré sa complexité et les controverses qu'il a suscitées, il était à la fois admiré et détesté. De Gaulle est un mythe politique du XXe siècle, souvent comparé à Charlemagne et Napoléon. Après sa mort, de nombreuses rues et monuments, y compris le plus grand aéroport français et le porte-avions nucléaire français, ont été dédiés à sa mémoire. Son héritage, le gaullisme, continue de définir la politique française moderne, axée sur l'indépendance nationale et une conception forte de l'État. Le parcours de Charles de Gaulle, oscillant entre l'officier visionnaire ignoré, le chef de guerre exilé sans légitimité et le président tout-puissant qui a su démanteler et reconstruire la République, pourrait être comparé à l'architecture d'une cathédrale. Elle est massive, conçue sur une vision unique, souvent critiquée pour sa hauteur et ses fondations complexes. Mais elle finit par s'imposer comme un monument indispensable de l'identité nationale.